Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue au webinaire. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue au premier webinaire de présentation du village landais Alzheimer Henri Emmanuelli. Donc, je suis Mathilde Charon-Burnel, chargée de mission pour le Conseil départemental des Landes. Je serai votre animatrice pour la matinée. Aujourd'hui, nous serons accompagnés de Madame Cécile Berthet, directrice du village landais Alzheimer et du comité départemental d'action sociale des Landes, du docteur Gaël Marie Bailleul, psychogériatre, médecin référent et coordinateur du village, de monsieur Vincent Novo, président du conseil de vie sociale et fils d'un villageois, et de monsieur Saïd Assef, directeur général adjoint des grands projets sociaux et médico-sociaux du conseil départemental des Landes. Ce webinaire va se dérouler en 2 temps. Tout d'abord, des prises de parole des intervenants intercalées de séquences vidéo tournées ces dernières semaines au village. Et ensuite, on aura une séquence de questions-réponses. Pour participer aux questions-réponses, vous pouvez soit cliquer sur l'onglet Conversation, soit sur l'onglet Questions-réponses, et je ferai la modération en fin de webinaire. Je vais maintenant passer la parole à Monsieur Saïd Assef, qui va nous présenter la genèse du projet du village landais Alzheimer. Bonjour à toutes et tous. Donc, Saïd Assef, directeur général adjoint en charge des grands projets au département. C'est bon? OK. Ravi d'être parmi vous. Donc, avant que vous alliez au cœur du sujet, la vie réelle, du village landais, Alzheimer Henri Emmanuelli, vous dire quelques mots, au nom du président du conseil départemental des Landes, Xavier Fortinon, qui n'a pas pu être présent aujourd'hui, et vous donner, quelques points de repère très rapides. Tout d'abord sur la genèse du projet, tout part, comme tout projet, de la rencontre de besoins territoriaux, et d'une envie de faire. Et cette envie de faire, elle part du président, Henri Emmanuelli qui en fin 2013, lisant le journal Le Monde tous les matins, découvre l'expérience néerlandaise, sur laquelle, très probablement on reviendra, de village Alzheimer et se dit 2 choses. D'abord que ça peut être un dispositif qui peut répondre aux besoins non seulement des Landaises et Landais, mais vous le verrez aussi de l'ensemble des personnes, qui peuvent être concernées, par cette maladie, hors, territoire des Landes. C'est le premier point. Et 2e point, au-delà de la réponse aux besoins, c'était aussi de se dire que les principes, les valeurs, les méthodes, que le village néerlandais, développait correspondaient à la façon dont, le conseil départemental à l'époque, et ça perdure aujourd'hui, voyait, les réponses à apporter, à nos concitoyens concernés par, cette maladie, c'est-à-dire les personnes et leurs aidants. Donc ça démarre en 2013. Je ne vais pas détailler, le reste du fil rouge du projet parce que je vais y revenir, juste après, après la première vidéo où on pourra partager les 3 grandes périodes. Nous vivons la 3e période, de vie du village. J'y reviendrai. Sur les financements et sur la gouvernance très rapidement pour, brosser le paysage institutionnel. La gouvernance de ce projet-là, elle est éminemment territoriale et publique. Le village landais est porté par un établissement public au sein duquel on retrouve l'ensemble des parties prenantes, pardon, et au premier chef, les associations représentatives, des personnes et des familles, les collectivités, locales, territoriales concernées par le projet, l'Agence régionale de santé, le département en tant que financeur et la Mutualité française, qui est un des partenaires importants du projet depuis l'initial. En termes de financement, je donne les grands nombres, ça fait partie du job des technos, du département. Les investissements, vous allez voir, à quel point ce lieu est beau. Eh bien, sur les investissements, c'est environ 29 millions d'euros. Et je ne vous fais pas le détail de la façon dont ça a été, réparti. Bon, s'il y a des questions dans le chat, on pourra y répondre. Et en termes de fonctionnement, tout financement confondu, c'est aux environs de 8 millions d'euros de fonctionnement par an. Voilà. Je vous ai donné l'essentiel des premiers panoramas, mais là, on va pouvoir rentrer dans le concret de la vie du village. Merci beaucoup, Monsieur Assef. Donc pour commencer, on va avoir une première séquence vidéo qui va vous permettre de découvrir un petit peu la géographie, la morphologie du village grâce à un tournage en drone qui a été réalisé ces derniers jours.
Yo. Je vais repasser la parole à Monsieur Assef qui va nous présenter les grandes dates, les grandes étapes de la réalisation de cette expérimentation depuis donc 2013. Je vous passe la parole, Monsieur Assef. Merci Mathilde. Donc, il était une fois le village landais Alzheimer. Donc, on a évoqué juste avant le point de départ, la lecture du journal Le Monde par le président Henri Emmanuelli. Ça ouvre une première période. Je fais l'histoire à ma façon. Ça ouvre une première période qu'on pourrait dater entre 2013 et 2016-2017. Vous savez, les montages des projets de ce type de projet, qui est un projet d'ampleur, nécessite d'aligner des planètes. Et cette période-là, ça a été l'alignement des planètes administratives, politiques et techniques pour obtenir les accords, puisque ce projet a été jugé d'importance nationale par le président de la République de l'époque et a pu recevoir des accords administratifs et financiers qui ont permis de l'engager. Dans cette première période 2013-2017, c'est l'accord politique, le lancement de l'appel à projet, les premières études de faisabilité sur le terrain, la délivrance du permis de construire, enfin toute une phase d'incubation, de préparation, et puis aussi de partage avec l'ensemble des partenaires de ce qui est souhaité, de ce qui deviendra le projet, l'expérimentation et le projet d'établissement. On ouvre après une seconde période qui est, on va dire, 2016-2017 jusqu'à 2020, qui est vraiment la phase de mise en œuvre, c'est-à-dire le lancement du chantier, faire face aux aléas d'un chantier d'envergure comme celui-là, et puis de la préparation de l'ouverture avec l'affinage du projet d'établissement, l'identification des partenaires au niveau scientifique, les procédures de recrutement des professionnels, la question des bénévoles sur laquelle on va beaucoup revenir, et puis surtout la préparation des accueils et donc des décisions à prendre en termes d'accueil avec des enjeux de critères et des enjeux éthiques de savoir celles et ceux qui pourraient bénéficier de ces premiers accueils lors de l'ouverture. Troisième période, elle est assez spécifique, je pense que les collègues du village y reviendront, c'est l'ouverture. Et cette ouverture-là, elle s'est faite en 2020. Alors 2020, on sait tous ce qui s'est passé, nous l'avons tous vécu, c'est la crise sanitaire et le village ouvre en pleine crise de la Covid-19 avec un choix qui a été de dire il faut quand même ouvrir et accueillir les premiers villageois. Les premiers villageois sont arrivés au mois de juin 2020, mais les professionnels étaient déjà présents dès le printemps, le début mars 2020, et ont pu être mis à disposition pour une partie d'entre eux vers les collègues des EHPAD qui étaient confrontés aux effets de la crise sanitaire sur des professionnels absents du fait du Covid dans les établissements du territoire. Donc ça, c'est la troisième phase et qui fait un fonctionnement de village dans une phase d'expérimentation qui n'est pas à plein. On pourrait dire, pour ne pas être trop long, que finalement l'établissement a ouvert en 2020. Donc, vous voyez, 2013, première mise de jeu, ouverture 2020, donc 7 ans. Et 2020, c'est l'établissement qui ouvre, mais pour autant, la totalité de l'expérimentation n'a pas pu se développer. Donc, on pourrait dire que l'établissement a ouvert en 2020, mais que le village se développe depuis la fin de la crise sanitaire, fin 2021-2022. Donc, voilà sur les périodes. Donc, nous vivons cette nouvelle période de plein déploiement de l'expérimentation. Et puis, je reviendrai en fin de webinaire sur ce qui nous attend en 2027, puisque c'est une structure expérimentale, j'ai oublié de le dire, et cette expérimentation, d'un point de vue réglementaire, se termine le 31 décembre 2026. Au 1er janvier 2027, le village ne disparaîtra pas. Mais la question est de savoir comment il atterrit dans ses spécificités
et pour faire en sorte que son ADN ne soit pas modifié et puisse continuer à la fois dans les Landes, et on y reviendra, parce qu'on sait qu'il y a d'autres territoires qui se penchent sur ce type de dispositif, et de savoir comment d'autres territoires peuvent se saisir et faire leur propre aventure de village Alzheimer. Merci beaucoup, Monsieur Assef. Maintenant, je vais passer la parole à Madame Berthet, qui va nous présenter, donc directrice du village, qui va nous présenter les principales caractéristiques de cet établissement expérimental. Alors, les principales caractéristiques, le village, comme vous avez pu le voir par rapport au drone, l'objectif, c'est reconstituer un lieu de vie comme à la maison pour les villageois qu'on accueille. Petite précision, les personnes qui sont accueillies au village sont toutes atteintes de la maladie d'Alzheimer ou maladie apparentée. Le critère d'entrée est celui-ci, sans limite d'âge. Actuellement, on accueille des villageois de 44 ans à 104 ans. Donc, principale caractéristique, comme à la maison, d'où la présence de 16 maisons. Une architecture, donc, comme un village, pour recréer au maximum cet esprit village-maison, où tout est axé autour du lien social, notamment rendu possible grâce à la présence de 130 professionnels, d'environ 70 à 80 bénévoles, et d'une ouverture sur l'extérieur, aussi bien avec des personnes qui viennent de l'extérieur au sein du village que des personnes du sein du village qui sortent à l'extérieur. Donc, pour rentrer un petit peu plus dans les détails, au niveau des villageois, on accueille 120 villageois sur l'établissement, qui sont répartis à 105 villageois, donc dans 14 maisons en hébergement permanent, une maison en hébergement temporaire de 7 villageois et une maison qui accueille l'accueil de jour de 6 villageois. Ensuite, l'organisation maisonnée du nombre de professionnels. Pour s'occuper des villageois au sein des maisonnées au quotidien, nous avons 2 maîtres ou maîtresses de maison la journée, qui sont soit des professionnels, donc aides-soignants, soit AMP, AES ou auxiliaires de vie, qui accompagnent les villageois dans tout ce qui est tâches quotidiennes de la maisonnée. Donc ça va de la prise en soin, l'accompagnement, activités, à la préparation des repas, toujours avec les villageois, le nettoyage de la maison qui fait 300 mètres carrés, le nettoyage du linge des villageois, donc ce qui anime et ponctue la journée au sein des maisonnées. Dans cet accompagnement, donc les professionnels, nous avons aussi donc un infirmier par quartier par jour, qui ont plutôt un rôle qui s'apparenterait à un infirmier comme au domicile, c'est-à-dire qui vont au sein des maisonnées voir les villageois au fur et à mesure des soins qui sont nécessaires. Ensuite, de manière transversale, tout ce qui est staff médical et paramédical. Donc, nous avons la présence médicale du lundi matin au samedi midi. Donc, 2 médecins, 1,5 ETP, qui interviennent en tant que médecins traitants. C'est-à-dire que les villageois, quand ils arrivent au village, ne gardent pas le médecin traitant qu'ils avaient au domicile, mais ont un médecin traitant au sein de l'établissement. Et un médecin, donc coordonnateur médecin référent, qui est présent sur le village psychogériatre pour l'encadrement, le staff médical, on y reviendra un petit peu plus tard. En transversal, on a également une ergothérapeute, un psychomotricien, un psychologue à temps plein, ça pour l'accompagnement soignant. On a la présence de 3 animateurs qui font toute l'animation grand ou individuel, du lundi au samedi inclus, voire le dimanche en fonction des spécificités des animations, qui travaillent en coordination, collaboration étroite avec les bénévoles, car les bénévoles, eux, donc, interviennent sur des lieux spécifiques au sein du village, comme on a pu voir sur la vidéo, que ce soit l'épicerie, la brasserie, la médiathèque, et pourquoi pas l'auditorium en fonction des animations. Ils sont aussi amenés à faire des petites animations en fonction de leurs compétences, appétences qu'ils souhaitent mettre en place. Et certains bénévoles volontaires vont aussi jusqu'à aller au sein des maisonnées pour accompagner les villageois au quotidien sur du relationnel principalement. Les autres caractéristiques du village, donc c'est donc une structure publique, comme l'a dit Monsieur Assef, avec un type de financement proche des EHPAD, c'est-à-dire avec un financement du soin, de la dépendance et de l'hébergement. Le prix de journée est le prix de journée moyen dans les Landes proche des EHPAD landais, qui est actuellement de 62,88 € pour situer. Et enfin, dernière grande caractéristique au niveau des villages qu'on détaillera un peu plus tard, c'est la recherche.
qui fait part dès le début pleinement du projet, notamment parce que le souhait était de pouvoir objectiver les bienfaits du village sur l'accompagnement des personnes atteintes de troubles cognitifs, comme on pourra le voir prochainement. Merci, Madame Berthet, pour ces premiers éléments. Pour entrer un petit peu dans le détail du sujet, nous allons commencer par aborder la question de l'affection, avec notamment une intervention vidéo de Madame Nathalie Grégoire, architecte qui a travaillé sur la création. Pour le projet, on a travaillé avec l'agence danoise Nord Architect. Le programme était de réaliser un village landais pour que les gens aient le plus de repères possible. Donc on est resté sur une architecture traditionnelle. Nathalie Grégoire, architecte, j'ai travaillé sur le projet du village Alzheimer avec l'équipe de Nord Architect. Sur ce projet, ce qui était important, c'est l'aspect sécurité. Donc l'idée, c'était de faire un village landais, que les gens puissent se sentir le plus en liberté possible. Mais avec une notion de sécurité aussi. Donc le terrain fait 5 hectares, il est clôturé sur toute la périphérie. C'est arrangé avec l'implantation des bâtiments pour que les clôtures ne soient pas visibles. La limite en fait à laquelle ils ont accès se fait par les bâtiments, donc ils n'ont pas vu sur cette clôture. Ils sont complètement libres de se déplacer. Il y a beaucoup de petits cheminements qui ont été aménagés au sein du parc qui est existant à l'origine avec les 3 mares qui ont été préservées. Cette sensation de liberté était importante. Et dans la conception des maisons aussi, on a essayé de rester le plus traditionnel possible, d'avoir des maisons d'habitation complètement classiques. Et en fait, on a essayé de s'éloigner le plus possible de l'image un peu classique de l'EHPAD. On a vraiment mis l'accent sur le choix du mobilier, sur le comme à la maison. Depuis le démarrage du concours, on a travaillé donc en lien avec l'agence danoise. On leur a fait visiter quelques villages typiques des Landes où on retrouve cette place carrée fermée par des bâtiments qu'on appelle bastides dans les Landes et dont on s'est inspiré pour le projet ici. On a travaillé avec le conseil départemental, avec des directeurs d'EHPAD aussi, des psychologues, Nathalie Bonnet qui travaille ici. Et tout un tas d'autres intervenants. Au sein de l'équipe, on était aussi nombreux, une coloriste, un ergonome, tout ce qui est bureau d'études techniques aussi, pour aboutir au démarrage du chantier, au chantier. Donc sur une durée de 4 ans, le projet a suivi son cours. Très bien. Je vais laisser Madame Berthet compléter le propos de Madame Grégoire sur une description plus détaillée des différentes composantes du village. Alors, comme vous avez pu le voir sur la vidéo, le village, on va dire, est à 3 dimensions. Donc, une dimension globale village avec son cœur du village qui est la Bastide, qui est donc composée de commerces. Autour de la Bastide, on y trouve donc l'épicerie pour les villageois, la brasserie qui est aussi ouverte sur l'extérieur, mais également une médiathèque ouverte sur l'extérieur, un auditorium, ainsi qu'un centre de santé, aussi bien pour les personnes extérieures qu'à l'intérieur du village. Donc ça, c'est vraiment ce qu'on appelle les parties communes, qui est le cœur du village, où se croisent l'ensemble professionnel, bénévoles, familles, villageois, intervenants extérieurs, sans distinction de blouse ou autre. On se trouve comme au cœur du village. Ensuite, dans un second plan, on a donc les quartiers, 4 quartiers qui composent le village, qui sont des régions landaises. Donc on a le quartier Haute-Lande, Bas-Armagnac, Côte-Atlantique et Chalosse. Chaque quartier est donc composé de 4 maisonnées. Ces maisonnées accueillent 7 ou 8 villageois, de manière à ce que dans chaque quartier, on ait 30 villageois qui soient accueillis quotidiennement. Donc on a ces 3 dimensions, que ce soit la maisonnée, ou une petite vie de maison qui s'installe, la dimension quartier, où une vraie cohésion et esprit de quartier existe, et ensuite un esprit de village sur tout ce qui est événement plus en lien sur la Bastide. Dernier petit lieu qui est quand même bien utilisé, l'entre-deux, ce que j'appelle les 2 niveaux de clôture, où on a 2 espaces. Alors un pour tout ce qui est technique, logistique, qui est quand même essentiel pour la vie d'une structure, mais 2 espaces également ouverts aux villageois, accompagnés, c'est-à-dire un potager, qui est support de beaucoup d'événements, là où aussi on a les box des ânes, comme vous avez pu le voir, et un autre espace qui est plutôt
terre plein herbe, mais qui nous permet de faire des événements, notamment du cinéma de plein air, ouvert sur l'extérieur. Donc on réussit à utiliser l'ensemble des espaces du village. Merci beaucoup pour ces précisions. Maintenant, grâce aux vidéos tournées ces dernières semaines, nous allons entrer à l'intérieur des maisonnées pour les découvrir et découvrir comment on vit chez soi au village d'Alzheimer. En fait, je travaille au village depuis le début. J'ai postulé quand j'ai eu vent de l'idée du projet de M. Manueli. Parce que forcément, travaillant en EHPAD, voilà, on avait plutôt envie d'essayer sur une nouvelle dynamique. Un nouveau projet qui permettait de limiter la prise de médicaments et d'être vraiment dans un espace adapté. Je me retrouve davantage dans mon métier d'aide-soignante parce qu'on a le temps. Voilà. On vit vraiment au rythme du villageois. C'est une qualité qu'on ne peut pas se permettre automatiquement dans d'autres établissements. Donc ici, c'est une force et c'est un avantage du coup. Et on est dans des maisons où il y a 7 ou 8 villageois et donc on développe un rapport plus personnel avec nos amis. Ouais, vous êtes d'accord? Ouais. Allez-y, Véro, je vous donne un petit gâteau. Il n'y a pas forcément de temps fort parce que tous les jours, c'est le même travail, mais qui est fait de façon différente tous les jours. Parce que ça dépend de comment ils vont se lever, comment ils vont être, le temps, si le temps nous permet d'aller dehors ou pas. Donc on va développer d'autres approches et d'autres relations en fonction du temps, du moment et de la journée. Alors je m'appelle Anne Boisgontier. Je suis la fille de monsieur Charpentier Pierre, qui est rentré au village en janvier 2022. Ça va faire 2 ans et demi qu'on est là. Je dis qu'on est là parce que pour moi, le village, c'est aussi ma maison. Je le vis comme ça. Quand on a commencé à venir au village avec mon papa, je l'emmenais tous les jeudis, 1 fois par semaine, en accueil de jour. Quand la maladie de mon père s'est aggravée, on a pris la décision de le faire rentrer définitivement au village landais. Il est beaucoup plus serein par rapport à son comportement, à le fait de vivre avec d'autres personnes atteintes de la maladie comme lui. Il le vit nettement mieux. Professionnellement, ben voilà, je ne travaille pas avec un sentiment de frustration parce qu'il faut aller vite, parce qu'il y a des horaires à respecter, de menus, de repas, de machin, ceci, cela. Donc déjà, ça c'est bien. Et personnellement, mais quand on développe des relations avec eux, les échanges se font naturellement, on va dire. Voilà. Et donc c'est déjà beaucoup. Hein, M. Porter, vous en pensez? C'est vrai. Anne-Marie, oui. Votre opinion? Je suis absolument pour. C'est merveilleux. Absolument pour ce que vous dites. Voilà. Monsieur Raphaël, vous vous sentez comment ici, vous? Bon, je suis bien chez moi. Ben voilà. Eh ben c'est le principe. Comme à la maison. Je m'appelle Lise Bossin, je travaille en tant qu'ergothérapeute au sein du village depuis son ouverture. Au sein du village, j'ai plusieurs missions qui vont être de maintenir les capacités de la personne dans les activités de la vie quotidienne. Donc de par des ateliers thérapeutiques que je vais pouvoir mettre en place avec différents collègues. Donc nous avons l'atelier cuisine, l'atelier couture que j'exerce aussi avec les bénévoles, l'atelier terme où on les emmène à la piscine, l'atelier tennis de table tous les mardis après-midi. D'autre part, je fais une adaptation de l'environnement, donc j'évalue à leur entrée la chambre, le mobilier. S'il faut mettre en place des aides techniques en fonction de l'évolution dans leur maladie, donc c'est-à-dire des décompensations que je peux mettre en place. Je réalise aussi des mises en situation donc pour observer justement les différentes habiletés motrices, les habiletés opératoires, les habiletés sociales de la personne et pour vraiment se fixer sur les activités signifiantes, c'est-à-dire qui ont du sens pour la personne.
C'est-à-dire plus que la personne va être motivée dans une activité qu'elle a envie de faire ou qu'elle réalisait auparavant dans sa vie quotidienne. Je me rapproche des familles pour travailler sur des activités. En fait, on va dire que je fais le lien avec les familles pour trouver des activités adaptées qu'ils peuvent réaliser ensemble. Fabien Pradal, 33 ans. Je travaille au village landais depuis 4 ans et en tant que psychomotricien. Chaque jour, chaque semaine, proposer des petits ateliers au travers d'activités qui sont signifiantes pour les villageois. Ça passe par la musique, ça passe par le mouvement, le sport avec le ping-pong, le tennis. Ça passe voilà, par différentes médiations pour stimuler ou apaiser les personnes qui sont accueillies ici. Sur le ping-pong, du coup, ou le tennis de table, pardon, plus particulièrement, là, ce qu'on va chercher à développer, à stimuler chez les villageois, ça va être c'est pas uniquement les capacités motrices, mais ça peut aller au-delà sur simplement les qualités relationnelles, les capacités relationnelles, les capacités de communication, et on voit que en utilisant une activité, ça permet de libérer les personnes et qu'elles se sentent à l'aise et qu'elles, du coup, développent, voilà, pas que leur capacité physique, mais tout leur champ social également. Voilà donc pour être entré un petit peu dans la maisonnée. Mais cet exercice de vie au quotidien, il est au cœur de valeurs du projet et de l'établissement. Et je vais passer la parole à Madame Berthet pour qu'elle puisse vous les raconter. Alors, comme ces vidéos ont pu l'illustrer, la définition de notre projet, c'est bien l'accompagnement et la prise en soin des personnes vivant avec la maladie d'Alzheimer ou maladies apparentées, ainsi que de leurs proches. Ce qui caractérise le village, c'est bien le lieu de vie dans lequel il est. Et nous partageons donc 4 valeurs au sein du village qui sont donc le moteur de l'accompagnement et de la prise en soin qu'on a. Ces 4 valeurs sont donc l'engagement. L'engagement, c'est être impliqué, authentique et attentif à l'autre dans le moment présent. La deuxième valeur qui nous caractérise, c'est la sollicitude, c'est-à-dire la sensibilité à entendre, à se laisser toucher par l'autre dans une visée bonne, avec et pour autrui. La troisième valeur, c'est l'approche centrée sur la personne, dans le respect de son rythme et de ses habiletés. Et enfin, la quatrième valeur, c'est la recherche d'une liberté, d'aller et venir, de choix et de l'autonomie dans un environnement adapté. Merci beaucoup, Madame Berthet. Je vais maintenant passer la parole au docteur Gaëlle Marie-Bailleul, qui va pouvoir, donc, qui est médecin psychogériatre, coordinatrice et référente au sein de l'établissement, qui va pouvoir nous présenter son point de vue sur le rythme, sur la vie au village landais Alzheimer. Donc, le quotidien des villageois, vous l'avez vu dans les vidéos, ils ont été très bien résumés en images. Dans la maisonnée, chacun va à son rythme à partir du moment où il rentre au village avec un certain degré d'autonomie, certains besoins qui vont sûrement changer au fur et à mesure de son accompagnement et de sa vie jusqu'à la fin. On accompagne les gens jusqu'au bout de leur vie. Chacun a son rythme, donc dans des espaces qui sont individualisés au niveau de leur chambre où chacun peut amener, décorer avec ses meubles, ses souvenirs, les bibelots qui représentent des événements de vie ou des goûts particuliers, et puis avec d'autres espaces où on est plus ensemble, comme le salon, la salle à manger, la cuisine, où on vit des moments différents que dans les espaces plus individuels et qui sont parfois décorés au fur et à mesure de l'année pour rythmer les événements de vie. Et en fonction des habiletés de chacun, qui peuvent être décorées de peinture, de tricot, voilà, de bouquets de fleurs qu'on peut faire
à l'extérieur. La maison, elle est ouverte comme à la maison à peu près, hein, de 8h à 19h30 et puis la nuit, on la ferme et le quotidien, c'est, le rythme. Le rythme de chacun. Alors surtout le matin, chacun se réveille, comme il veut à l'intérieur de la maison. Les équipes, donc les 2 maîtresses de maison, sont là en continu et donc cela permet de mieux s'adapter, heu, au rythme de chacun. Le matin est surtout marqué par, l'aide à la toilette, à l'habillage, ce qui prend, du temps pour respecter, les habiletés et les goûts de chacun. Ceux qui sont prêts, en premier peuvent, aller, faire la liste, des courses, puis faire les courses avec, le caddie et les bénévoles qui peuvent les accompagner ou tout seuls jusqu'à l'épicerie qu'on a vue, à l'intérieur de la Bastide. Donc les bénévoles sur des petits temps, sont plutôt présents, le matin, surtout dans cet accompagnement, soit pour faire une promenade, soit pour aller, faire, les courses. La porte ouverte, permet, de partir comme on veut, faire un petit tour, dehors ou aller voir les voisins. Et faire, des activités qui peuvent être, proposées à partir de 10h, du matin. Les personnes qui ont besoin de plus de soins, voient les infirmiers, voire, les médecins qui viennent, au domicile, qui n'ont pas, spécialement de bureau spécifique, mais c'est plutôt les médecins qui viennent à l'intérieur des maisonnées en fonction des besoins de chacun. Le repas du midi est l'occasion de tous, se retrouver hem, autour, de la table où chacun se place en fonction de ses affinités et des besoins, d'aide, au repas avec les maîtresses de maison, qui mangent avec les villageois et parfois de certaines, expertises si, Lise, l'ergothérapeute ou le psychomotricien ou la psychologue doit venir aussi pendant ce moment, observer, réajuster, proposer, des pistes d'accompagnement un peu différents. L'après-midi, chacun va qu'à ses occupations après un possible temps de sieste, soit devant la télé, soit, heu, dans sa chambre en fonction des besoins. Il peut y avoir un temps de ménage. Les villageois peuvent aider au ménage, en fonction de ce qu'ils peuvent faire et des activités de jardinage, de bricolage, soit des activités en petits groupes, soit des grandes activités, heu, qui, mêlent un public, extérieur, au village. Les familles sont les bienvenues, tout au long de la journée, plutôt en fin de matinée et dans la journée. Si elles veulent, proposer une activité ou participer à l'activité, elles sont, bienvenues. Des activités comme, le ping-pong qu'on a vu, tout à l'heure ou, du tricot, la lecture de contes. Il y en a pour, tous les goûts, avec un programme d'activités, que chaque, villageois, peut se procurer et aménager comme, il le souhaite. Un temps de goûter, qui permet de réhydrater, tout le monde, après des activités, entre autres sportives et le repas du soir où tout le monde se réunit de nouveau. Autant le goûter, il peut s'avérer que tout le monde va à droite, à gauche et parfois dans des quartiers, différents au fur et à mesure des activités ou à la brasserie. Dans le repas du soir, se fait tous ensemble. L'heure du coucher est, différente en fonction, des personnes et de leur, fatigabilité. Ils peuvent aussi rester, dans le petit salon, télé, regarder la télé ensemble, ou le match de rugby, voilà. Hem et pour ceux qui veulent pas se coucher, qui se couchent beaucoup plus tard ou qui ont besoin de déambuler encore, soit déambuler dehors, soit déambuler à l'intérieur, de la maisonnée. La nuit, il y a 2 maîtresses de maison qui restent, présents dans le quartier pour pouvoir intervenir en fonction des besoins de réassurance ou des besoins, qui sont plus, heu,
en lien avec la dépendance. Et voilà, de réassurance, de collation ou d'aller faire un tour dehors si besoin. Voilà sur le quotidien du villageois. Merci beaucoup, docteur Marie Bailleul. Donc là, on rentre vraiment dans le vif du sujet de la vie au sein du village. Et au sein du village, on a des villageois, mais également les familles des villageois. Et merci encore à Monsieur Novo, donc président du comité de vie sociale du village, mais également fils des villageois, d'être à nos côtés aujourd'hui pour nous faire part de la façon dont lui vit le village. Merci. Oui, bonjour à toutes et à tous. Effectivement, vous l'avez dit, je suis le fils de Jacques, 88 ans. Il va bien, je vous rassure, parce qu'il est bien entouré par ses colocataires, on en a parlé tout à l'heure, également le personnel médical, le personnel d'animation également, les maîtresses et maîtres de maison, les bénévoles. Vous voyez, c'est vraiment un pool de personnel qui est à son chevet et à son service. Bon, cela quand même me rassure en tant qu'aidant, je peux vivre ma vie d'aidant sereinement. J'ai bien connu cette maladie il y a environ 15 ans avec ma belle-mère. J'ai appris à l'appréhender, à me protéger. J'ai désormais les outils pour y faire face en tant qu'aidant. Cela passe avant tout par un travail sur soi, il faut le savoir. Ne pas culpabiliser. Il existe beaucoup de structures, peut-être qu'on en aura peut-être dans les questions tout à l'heure, d'associations qui permettent donc d'enclencher ce travail. Vous l'avez dit également que j'étais président du conseil de vie sociale. Alors, le conseil de vie sociale, c'est une instance qui est obligatoire dans ce type d'établissement. Elle travaille avec donc 4 types de personnel, les représentants des familles usagées, les représentants des salariés, les représentants des organismes gestionnaires et les représentants des bénévoles. Quand j'ai souhaité rejoindre donc le conseil de vie sociale, c'est aussi pour offrir au village ce que le village offre à mon père. Et c'est s'impliquer dans cette instance, c'est avant tout œuvrer pour le bien-être de nos villageois. Et cela fait partie du projet, on en a parlé tout à l'heure, du village. C'est aussi un travail en équipe avec des aidants qui ont la même histoire de vie que vous, parfois même beaucoup plus difficile, hein, notamment celles qui ont des proches de moins de 60 ans, et on appelle ça les jeunes Alzheimer. Je veux ici les remercier de leur implication. Un jour, ils seront à ma place, car le mandat de président s'arrête à la disparition de son proche. Bon, je dois dire que c'est assez brutal, mais c'est ainsi. Il faut être prêt. Je peux compter sur cette équipe également, et je pourrais vous donner tout à l'heure quelques exemples du travail du conseil de vie sociale, avec donc la direction, Madame Berthet et ses équipes, qui est donc partie prenante, bien entendu, dans le CVS. Donc je salue le travail de sa directrice, de ses équipes, par la pertinence des actions qui ont été mises en place, notamment avec le tissu associatif d'Aqua. Parfois, on aimerait que ça aille beaucoup plus vite, mais c'est ainsi. Il faut savoir être patient. C'est aussi une qualité à avoir avec ces villageois. Enfin, je voudrais clore mes propos sur nos villageois. C'est pas trop compliqué finalement d'échanger avec eux. Il suffit juste de s'intéresser à eux, pour la plupart d'entre eux, bien entendu, hein. Et vous serez surpris des détails de mémoire. Moi, je suis toujours surpris des détails de l'enfance que mon père me raconte. Je n'avais pas imaginé ça de cette maladie. Ou même lors d'une partie de Scrabble qu'on fait avec quelques villageois. Ben, c'est eux qui m'apprennent l'orthographe, tout simplement, parce que moi je fais des fois l'orthographe, mais eux ils n'en font pas parce qu'ils ont cette culture, ils ont été à l'école peut-être un peu plus, il y a eu des directrices, il y a eu des enseignants parmi les villageois. Et voilà, moi je suis toujours surpris de ce partage qu'on a avec les villageois et ça nous fait beaucoup de bien en tant qu'aide. Merci à vous. Merci à vous, surtout Monsieur Novo, d'être avec nous aujourd'hui. Comme vous le disiez les uns et les autres, au sein du village, c'est la vie quotidienne. Alors la vie quotidienne, il y a des tâches de la vie quotidienne, comme aller faire les courses ou mettre la table, ce genre de choses, faire le ménage. Mais il y a aussi des activités, des choses qu'on aime faire, des choses qu'on nous propose, qu'on découvre aussi également. Et tout cela se déploie au village grâce au service animation, au travail qui n'est pas un travail, mais de nos bénévoles et
toute la volonté d'ouverture sur l'extérieur et de lien social qui est porté vraiment par l'expérimentation. Donc, nous allons vous proposer quelques séquences vidéo qui vont vous montrer quelques exemples de ces dernières semaines. À tout de suite. Le rôle d'une animatrice, c'est de pouvoir préserver la vie sociale, en fait, qu'ils aient une vie sociale aussi riche que leur vie avant le village. Alors moi c'est Jenny, je suis animatrice au village depuis 2 ans et demi maintenant. Il y a une autre mission aussi qui est très importante et qui est liée au projet du village, c'est par le biais des animations de leur permettre de garder l'autonomie. J'ai voulu rejoindre le village parce que le projet propose une autre approche. La prise en soin est complètement différente. Le prendre en soin ici est primordial et on respecte le rythme du villageois. Et ça, je trouve que c'est très important pour moi qui ai déjà vécu une expérience professionnelle en EHPAD. Je trouve qu'ici, c'est humainement parlant, c'est plus fort. On propose tout un tas d'activités au village, mais il ne faut pas que ce soit des activités occupationnelles. Il faut qu'il y ait vraiment un intérêt pour le villageois, d'où l'importance de connaître bien le villageois, son récit de vie avant qu'il rentre au village, et de connaître aussi bien les familles pour au mieux accompagner les villageois. Je vous prends une activité au hasard, par exemple le potager, ça c'est quelque chose qui leur parle. Parce qu'ils ont tous plus ou moins jardiné dans leur vie passée. Et du coup, c'est des gestes qu'ils ont encore, qu'ils n'ont pas oubliés. Donc du coup, pour garder l'autonomie, c'est vraiment une bonne activité. Et en plus, c'est une activité qu'on peut mener presque tout le long de l'année. Il y a un réel suivi, les plantations, le désherbage, l'arrosage. Et puis en plus, la récolte des légumes se fait pour les maisons après. Donc ça veut dire que ces mêmes villageois qui ont été récolter les légumes vont aussi après les cuisiner dans les maisons. Donc c'est une super activité pour garder le lien avec les gestes d'avant. Alors ici, au village, ma mission principale, je viens le mardi matin, c'est donc de m'occuper de la supérette, de la petite épicerie. On met en place tout ce qu'il y a à mettre en place. On écrit sur le tableau le menu, qui est important d'écrire, avec le sein du jour. On les aide quelquefois un peu dans leur démarche pour compter les compotes, pour compter les gâteaux. Et moi, ça m'arrive, si on est en surnombre un peu à l'épicerie, de rester dans les maisons et de discuter avec eux, de lire des poèmes, et de parler un peu de tout et de rien, mais ça leur fait plaisir, ou de trouver un jeu. Le projet bénévolat du village est partie intégrante de l'ambition du village de proposer aux personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer un lieu avec des propositions de vie sociale, des propositions d'activité et d'animation. Nous sommes actuellement sur une équipe d'environ 70 bénévoles qui sont aussi quelquefois auprès des villageois dans leur maisonnée, qui accueillent à la brasserie, à l'épicerie. Ils ont tous une journée d'accueil avant d'être intégrés dans l'équipe du village au sens large. J'ai été aux séances de formation et la première m'a vraiment introduit dans ce village parce qu'on était d'horizons tous très différents, donc ça m'a frappé, mais on était tous au service de ces villageois. Très agréable de voir que vraiment on avait tous une cause commune, c'était de leur rendre service. Et j'ai retenu 3 mots qui m'ont vraiment beaucoup aidé, c'est sens, utilité et plaisir. Et de ces 3 mots, je les ai adaptés à moi. Parce que moi, j'avais besoin quelque part de donner un peu de moi. Donc j'ai trouvé que ça avait vraiment du sens, de l'utilité, parce qu'on les voit après rayonnants, un petit sourire. Voilà, et ça donne du plaisir.
Voilà pour ces images hein, qui vous montrent quelques temps forts de l'animation et du bénévolat de ces dernières semaines. On voit dans cet exemple différentes façons de créer du lien social, de le maintenir. Ça faisait vraiment partie, comme je vous le disais, du projet dès son origine. Et malgré le fait que ça a été compromis par le Covid sur les premières années, c'est vrai que maintenant, on est vraiment activement, l'établissement s'ouvre activement sur l'extérieur. Et pour expliquer un peu quelle est l'importance de cela pour les villageois et peut-être aussi pour l'établissement, je vais repasser la parole à Madame Berthet et au docteur Marie Bailleul. Alors en effet, le lien social, c'est un élément clé du projet du village. On a la chance sur l'établissement d'avoir des infrastructures qui permettent cette ouverture sur l'extérieur, donc à travers le potager, comme on a pu le voir avec l'intergénérationnel. On a la médiathèque, qui est aussi un très bon support d'ouverture sur l'extérieur et d'intégration de personnes extérieures au village pour les échanges. L'auditorium, qui est un lieu de spectacle sur lequel peuvent se créer des événements culturels en lien avec l'extérieur. Donc ça, c'est pour le volet ouverture du village. Mais l'ouverture, c'est aussi le fait que les villageois ont énormément d'activités à l'extérieur, en lien avec les associations sportives, les initiatives individuelles des professionnels qui se disent que tel villageois a une envie d'aller à l'océan pour telle et telle raison en lien avec son parcours de vie. Le projet piscine mené par l'ergothérapeute en est également une illustration. Et je vais laisser donc la parole au docteur Marie Bailleul pour le volet un petit peu plus soignant et l'intérêt pour les villageois. Alors, on a soulevé l'implication du lien social et surtout le lien entre villageois et l'extérieur. Donc moi, je voudrais mettre l'accent du coup sur le lien social entre les villageois. Ce que le concept et l'architecture du village permet, puisque ces petites unités de 7-8 dans ce qui correspond à une petite unité, hein, puisque une maison, ça va faire une unité de lieu de vie, de projets communs. 7-8 personnes, c'est la possibilité de se reconnaître et de maintenir un lien entre tous, malgré les troubles cognitifs, malgré les troubles de la mémoire. Il y a des affinités qui se créent et permettre à chacun en fait de le vivre, de trouver sa place dans la maisonnée. On a parlé de sentiment d'utilité. On fait l'hypothèse que ça va peut-être permettre de ralentir l'évolution des troubles cognitifs, d'éviter certains troubles du comportement comme l'anxiété, l'apathie ou le syndrome dépressif. Le maintien de la compréhension des émotions des uns des autres, de donner du sens à ce que l'on fait au sein de la maisonnée et de se sentir un groupe. Voilà, donc le lien social entre les villageois et aussi entre professionnels et villageois dans des moments où il y a autre chose que le soin. D'autres moments de vie, vous l'avez vu dans la vidéo de tout à l'heure, d'autres moments de partage où chacun le fait avec ses compétences, mais on partage autre chose qu'un moment qui peut être un peu difficile pour les uns ou les autres. On partage des émotions et qui vont permettre en fait de prendre en compte non seulement les émotions des uns et des autres, mais aussi le respect de chaque individu. Et on fait l'hypothèse en fait que le maintien de ce lien social est la clé de notre accompagnement. Merci beaucoup, docteur. Nous allons maintenant rentrer dans le sujet du soin, qui est donc complémentaire, vous le voyez, au sein de l'établissement à une approche vraiment diversifiée et ouverte.
Nous allons commencer pour évoquer ce sujet par deux séquences vidéo que nous allons regarder de suite. Moi, c'est Valentin, je suis infirmier diplômé d'État depuis 2015. J'ai travaillé à l'hôpital avant pendant 6 ans en région parisienne. J'ai déménagé dans cette belle région. Et là, ça va faire plus de 2 ans que je suis ici au village. Je suis venu ici, alors c'était un peu une expérience de découverte aussi. Parce que forcément, j'avais vu tous les articles sur le village, toute la com qu'il y avait eu dessus. Donc forcément, ça fait rêver déjà. C'est quand même quelque chose d'atypique. Et ça, moi, ça me sortait du milieu hospitalier déjà. Et au final, j'ai pas été déçu. Voilà. Ce que ça m'a apporté professionnellement, de l'expérience, des compétences, des connaissances sur la maladie. En fait, dans le métier d'infirmier, on a beaucoup de possibilités de varier dans notre métier. On peut aller dans un service aussi bien de chirurgie, de médecine, on peut aller en EHPAD, on peut aller en santé publique, on peut faire énormément de choses. Et là, le fait de passer au village, c'est comme découvrir une nouvelle facette du métier d'infirmier en soi. C'est un autre métier d'infirmier, c'est pas du tout le même contexte, le même environnement, c'est pas les mêmes locaux, enfin, le paysage autour. C'est pareil, on travaille avec beaucoup de personnes ici, il y a beaucoup de professionnels différents, on travaille avec des bénévoles. Jamais travaillé avec des bénévoles avant. Il n'y a pas de journée type en soi parce qu'on travaille auprès d'une population qui a des troubles du comportement et des troubles cognitifs, donc toutes les journées sont un peu différentes. C'est sûr qu'on rentre dans un schéma où forcément on a quand même une organisation. Il n'y a pas de journée type, mais on est organisé, on a des tours à certaines heures, etc. Mais si par exemple, si à midi on m'appelle parce qu'il y a un villageois, une villageoise qui est anxieux ou qui manifeste des troubles du comportement, je peux me détacher et décaler un peu et aller prendre 1 heure avec ce villageois-là si je veux. Mais cette prise en charge-là de la maladie, des patients qui étaient atteints de la maladie d'Alzheimer, j'en ai rencontré pas mal en service de gériatrie. Mais là, c'est vraiment une approche totalement différente de cette pathologie. Donc, je suis le docteur Gaëlle Marie Bailleul, médecin référent, coordonnateur du village. Je suis psychogériatre. Je m'occupe donc principalement d'étayer l'équipe de l'ensemble des professionnels, que ce soit les maîtresses de maison, les infirmières, l'ensemble des autres paramédicaux. Je suis auprès des villageois lorsqu'il y a des difficultés comportementales, lorsque le moral n'est pas bon, lorsque les choses sont un petit peu plus difficiles dans l'évolution de la maladie cognitive. Une journée type, c'est de prendre d'abord les transmissions auprès des infirmières et des autres médecins, savoir où je pourrais être utile, quelles sont les difficultés dans la semaine, tant au niveau des villageois que de leurs aidants familiaux. Où je peux avoir un rôle soutenant d'explication de la maladie d'Alzheimer et autres problèmes cognitifs, de l'avancée dans la maladie et des difficultés rencontrées au quotidien. L'idée, c'est de continuer à instiller et à développer une philosophie de soins autour de la recherche de la liberté d'aller et venir, qui est importante ici, de la bienveillance, d'un projet personnalisé pour chacun et de respect du rythme des besoins de chaque individu. Et en fait, on a beau être un village où il y a 120 personnes, il y a 120 individus différents et donc on les accompagne différemment dans la vie au plus proche de leurs désirs, de leurs capacités restantes. Je m'appelle Nathalie Bonnet, je suis psychologue gérontologue. Alors, les troubles du comportement dans la maladie ne sont pas systématiques déjà. Il y en a qui arrivent à vivre et à passer cette maladie sans véritable trouble du comportement. Dans le cas où il y en aurait, en fait, il y a plusieurs possibilités. Il y a déjà tout le travail auprès de l'équipe pour bien saisir ce qu'on appelle des facteurs déclencheurs, les éléments qui vont faire que la personne ne se sent pas bien. Donc ça, c'est un gros travail avec l'équipe qui se trouve au plus près, les maîtresses de maison et maîtres de maison ici, les infirmiers et infirmières.
voilà, qui ont toujours le sens de l'observation, qui ont cette richesse dans le regard et dans l'écoute, qu'on peut ensuite analyser ensemble et justement mieux identifier. Après, il y a tout le travail auprès du malade lui-même, nous on les appelle les villageois. Donc le travail que je peux opérer sur l'analyse dans le discours et dans le comportement de la personne, qui me donne beaucoup d'indices et d'éléments en règle générale pour déterminer eh bien, la teneur en fait ce qu'il y a derrière le trouble du comportement. Est-ce que c'est plutôt des signes de tristesse? Est-ce que c'est des signes hallucinatoires? Est-ce que c'est des signes de délire? Est-ce que c'est des signes qui ont toujours existé dans la vie de la personne et au final c'est quelque chose qu'on connaît, de manière à pouvoir aménager la vie de la personne vraiment au quotidien et d'abord tenter tout ce qui est non médicamenteux, être sûr de nous sur le non médicamenteux pour basculer sur les traitements. Voilà pour cette séquence. Naturellement, va en découler la notion de projet médical, celui qui est porté par le village. Je vais donc redonner la parole au docteur Gaëlle Marie-Bailleul. Ok, il y a des critères médicaux d'admission pour rentrer au village, donc ils sont centrés sur la maladie d'Alzheimer et apparentés. Il faut avoir eu le diagnostic de maladie d'Alzheimer, puisqu'après il y a tout un volet recherche aussi qui est important au village. Donc on accueille des gens avec une maladie d'Alzheimer et dans les maladies apparentées, maladies cérébrovasculaires, maladies mixtes, maladies frontotemporales, maladies à corps de Lévy et des gens avec une démence parkinsonienne. Pour pouvoir rentrer au village aussi, dans les critères d'admission, on accueille des gens qui sont encore en capacité d'avoir un lien et de pouvoir marcher, pour pouvoir les accompagner après jusqu'au bout de leur vie. Ici, au village, c'est vraiment un de nos objectifs de ne pas avoir à transférer ou à changer de structure, éviter les hospitalisations ou les changements de structure au maximum. Donc pour ce faire, la prise en charge médicale, elle doit être assurer une permanence et une continuité. Comme l'a dit Madame Berthet tout à l'heure, on est là sur une amplitude horaire de 10 heures par jour et le samedi matin. Et donc, avec la possibilité, avec un soin, de faire aussi des prescriptions anticipées, que ce soit pour éviter certains risques gériatriques ou accompagner jusqu'à la fin de la vie. Donc les médecins font des visites à domicile, des villageois qui le prennent en soin. Dans les compétences médicales, ça va de médecine générale, gériatrique et psychogériatrie. Donc la prévention des grands risques gériatriques autour des chutes, donc à chaque fois en essayant d'avoir un objectif de zéro contention et de se reposer toujours la question des bénéfices à marcher, peut-être quoi qu'il en coûte. Sur ce parc, vous avez vu où il y a parfois des choses accidentées, mais où on fait le pari que de pouvoir marcher à sa guise, même si on peut se faire mal, est peut-être plus bénéfique que de rester confiné à certains endroits. Dans les risques de dénutrition, déshydratation, de gravatisation aussi, de pouvoir adapter au mieux les protocoles et les soins infirmiers dans les besoins et ce qu'on a vu des habiletés de chacun. Là, on fait appel aux ergothérapeutes, aux psychomotriciens pour adapter l'environnement et permettre un maintien de l'autonomie
pour continuer à manger seul, à son rythme, même si ça doit prendre 1 heure. Dans quelles conditions, comment on le fait. Tout ça, il y a un regard médical aussi. On évite les hospitalisations sur le plan, enfin pour des raisons, on va dire principalement médicales, chirurgicales, on n'a pas de compétences là-dessus, mais en tout cas médicales, et tous les risques enfin voilà, les problématiques infectieuses, on les soigne et on les guérit pour le coup ici. Et on essaye d'éviter les hospitalisations, troubles du comportement, surtout en essayant de prévenir, puisque le gros du travail, c'est la prévention des troubles du comportement. Prévenir en formant le plus possible les équipes, en faisant des réunions pluridisciplinaires. Tout à l'heure, vous avez vu dans la vidéo qu'on se réunit plusieurs fois par semaine en pluridisciplinaire, c'est-à-dire qu'on a des regards différents pour parler des situations qui peuvent être délicates, pour accompagner le projet des villageois. Et mettre en avant les approches non médicamenteuses avant de pouvoir utiliser des traitements psychotropes qui parfois nous sont bien utiles pour pouvoir apaiser, mais seulement s'ils sont utilisés non seulement à bon escient, mais aussi au bon dosage, et réévaluer de façon quotidienne ce que permet la présence médicale. Donc mon rôle en tant que psychogériatre, il est non seulement auprès des équipes, mais aussi auprès des familles, pour pouvoir les accompagner dans chaque étape de la compréhension des difficultés de leurs proches, et de faire un accompagnement le plus personnalisé possible. Éviter la iatrogénie est importante aussi au niveau médical. Et de promouvoir les valeurs dont on a parlé tout à l'heure, dans l'engagement au quotidien de chacun, dans toute la somme de moments présents qu'on vit, et de continuer à se rappeler que même s'il y a des troubles de la mémoire, on vit pas dans le passé, on vit tous dans ces moments présents, et donc ça nous demande à être tous engagés dans les minutes qu'on passe avec que ce soit les villageois ou les proches, pour pouvoir expliquer et vivre les émotions au plus proche de chacun. Merci beaucoup, docteur. On l'a précisé déjà, Madame Berthet l'a indiqué en introduction de ce webinaire. Ce village, il a aussi été pensé, adossé à de la recherche externe, indépendante. Cette recherche, elle a vraiment été la grande différence comparée au projet dont nous sommes inspirés aux Pays-Bas, de Hojeweg, où on avait des impressions, on avait le ressenti que le type de prise en soin et d'accompagnement qui était proposé là-bas apportait un bénéfice, mais nous souhaitions aller plus loin et pouvoir réussir à évaluer, à identifier si c'était le cas, et si c'était le cas, dans quelle mesure. C'est pourquoi un certain nombre de recherches sont déclinées au sein du village landais Alzheimer, donc des recherches externes. Pour parler de ce sujet, nous allons commencer par vous faire écouter le témoignage du professeur Hélène Amieva. Le village landais a de multiples dimensions d'innovation, et une de ces dimensions, c'est la recherche. Je suis Hélène Amieva, chercheuse et professeure à l'Université de Bordeaux, et je dirige l'équipe INSERM qui mène des recherches ici même au village landais Henri Emmanuelli. Nous menons nos recherches ici même, sur site, aux côtés des villageois, des professionnels, des bénévoles
et des familles. Et ça, c'est très, très original. Bien sûr, il y a d'autres équipes dans le monde qui s'intéressent à la maladie d'Alzheimer et comment accompagner les personnes au mieux. Mais ce qui est très original, c'est que nous vivons, nous côtoyons les personnes au jour le jour et nous menons ces recherches vraiment en direct, en quelque sorte, à leur côté. Ce qui nous intéresse, c'est vraiment la raison pour laquelle nous sommes ici, c'est essayer d'objectiver l'impact de ce modèle qui est très original, mais dont on a besoin d'en savoir plus. Il ne suffit pas d'être créatif pour accompagner une personne qui a la maladie d'Alzheimer. Il faut un certain savoir-faire, une certaine approche, et on a encore beaucoup de choses à apprendre sur la manière d'accompagner au mieux ces personnes. Donc notre travail ici est d'essayer d'évaluer l'impact de ce dispositif, l'impact sur les personnes qui y vivent, d'abord, bien sûr, et c'est la raison pour laquelle nous les rencontrons tous les 6 mois pour effectuer un bilan psychogérontologique très complet. L'impact aussi auprès des professionnels, est-ce que vivre et travailler dans un dispositif comme celui-là a un impact positif sur la santé au travail? Et puis bien sûr les familles aussi, parce que placer un proche en institution, on sait que c'est pas facile. Peut-être que placer un proche dans une institution qui ne ressemble pas justement à une institution, ça véhicule moins de douleur et moins de culpabilité. Donc c'est tout ça qu'on essaie d'objectiver. Alors c'est une recherche qui est en cours et par définition, dans la recherche, on n'a jamais terminé parce qu'on passe son temps à se poser des questions. Donc rien n'est définitif, mais d'ores et déjà les premières constatations sont extrêmement encourageantes, puisqu'on n'observe pas ce qu'on a malheureusement l'habitude d'observer avec l'entrée en institution, à savoir une dégradation de la qualité de vie des personnes et un déclin des fonctions cognitives plus rapide. On n'observe absolument pas cela ici, on a plutôt tendance à observer une stabilité sur le plan comportemental, sur le plan de la santé mentale, sur le plan cognitif, et ça c'est extrêmement encourageant. Le professeur Amié va là vous présenter la recherche menée par l'INSERM au sein de Village. Ça n'est pas la seule recherche qui est menée ici. Je vais donc repasser la parole à Madame Berthet pour vous évoquer ce sujet. En plus de la recherche de l'INSERM, on a InnovPad qui déploie aussi une recherche externe sur le village, qui a pour but d'évaluer les effets des innovations sur les personnes accueillies, c'est bien villageois et leurs familles, au niveau de leur vie quotidienne, et en particulier sur l'évolution des relations sociales, le rapport à l'espace et au lieu, ainsi que les pratiques professionnelles, en observant entre autres les formes de coopération professionnelle au sein du village, donc plus sur un volet qualitatif. Actuellement, donc, on a ces 2 recherches qui sont en cours, qui sont assez denses. Et pour encadrer, chapeauter tout le lien avec la recherche, nous avons 2 comités, un comité scientifique et un comité éthique, qui a justement pour but de réguler, questionner, revoir tout ce qui est en lien donc avec la recherche qui est en cours, l'évolution des projets, mais qui a aussi pour but de perdurer de manière à ce que pour le déploiement d'autres recherches au sein du village, un regard donc attentif du comité scientifique et du comité éthique sera forcément vu pour déterminer si oui ou non cette recherche peut avoir lieu sur le village, les conditions, questionnements éthiques, qui permet vraiment de cadrer, de voir si ça correspond aux valeurs du village et comment on peut continuer à être objet de recherche autour de la maladie d'Alzheimer ou maladie apparentée. Merci beaucoup, Madame Berthet, pour ces précisions sur cet aspect du village. Pour conclure notre partie présentation et avis, avant d'entamer la séquence de questions-réponses, je vous invite d'ailleurs à les poser en conversation ou dans l'onglet questions et réponses. Avant d'en arriver donc à ces questions-réponses, maintenant que vous avez un aperçu global de la vie du village et des pratiques qui ont lieu, comme le disait M. Saef en introduction, nous avons un objectif d'expérimentation. Elle est officiellement jusqu'au 31 décembre 2026, 1er janvier 2027.
Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Au-delà de ça, quel est notre objectif pour 2027 et au-delà? Donc, je vais repasser pour cela la parole à Monsieur Assef. Merci Mathilde. Pour répondre à la question, on pourrait dire qu'on a deux objectifs principaux pour le 1er janvier 2027. Le premier objectif, et ça a été dit tout le long de ce webinaire, c'est de garantir que post-expérimentation, la spécificité du village dans toutes ses composantes soit préservée. Et ça nous met face à un défi qui ne concerne pas seulement le village, qui peut concerner d'autres structures, d'autres dispositifs qui en France ne rentrent pas dans les cases. Donc l'objectif, et on y travaille déjà, c'est de trouver le cadre administratif et financier qui permette d'avoir toutes ces composantes d'innovation que tous les collègues ont pu présenter. Donc je ne vais pas rentrer dans le détail, mais on a une conviction documentée, c'est que le cadre actuel de ce que sont les EHPAD, puisque nous sommes structure expérimentale, mais on a un certain nombre de règles du jeu qui sont celles des collègues, enfin des établissements EHPAD voilà, qui s'appliquent aux EHPAD aujourd'hui. On a cette conviction qu'il y a un certain nombre de ces règles du jeu qui ne conviennent pas et qui risqueraient de trop contraindre, hors expérimentation, le fonctionnement du village. Donc on est en discussion, en inventivité pour trouver un nouveau cadre qui, on le pense, pourra servir à d'autres dispositifs. La deuxième chose, c'est une responsabilité de transmission et de partage, à la fois puisque il y a au sein du village un centre de ressources, qu'il y a un certain nombre de choses que l'on partage et qu'on va continuer à partager encore plus avec nos partenaires du territoire landais, mais de façon beaucoup plus large au niveau régional, national et au niveau international. On a cette ambition, cette responsabilité de partager les doutes, les savoir-faire et les évolutions qui vont être nécessaires post-expérimentation. Et dans ce partage, je l'ai évoqué au début du propos, on a l'enjeu et l'envie de l'essaimage. Non pas que les Landes vont se déployer dans d'autres territoires, mais il y a d'autres territoires, d'autres associations, d'autres partenaires politiques publics qui développent des projets de type village, en Côte d'Armor, à Châlons-en-Champagne, un projet qui émerge à Nantes, etc. Et on voit bien que tous ces collectifs de projets sont confrontés aux mêmes questions que celles que nous avons traversées et que nous traversons encore. Donc le deuxième objectif, c'est d'ici 2027, c'est de créer ce réseau, cette communauté de territoires engagés dans des dispositifs de type village, en assumant le fait qu'il ne s'agit pas de le répliquer, mais qu'il y a un certain nombre de principes qui en font l'ADN et que nous souhaitons promouvoir avec d'autres. Merci beaucoup, Monsieur Assef. Alors, nous allons passer à la partie questions-réponses. La première question qui a été posée par deux personnes différentes concerne les outils non médicamenteux. La question est de savoir ce qu'est cette approche non médicamenteuse et quels sont les outils que cela met en œuvre. Je vais donc, je pense, passer la parole au docteur Marie Bayeul. Dans les outils... C'est bon. Donc, pour moi, la première pierre angulaire des outils non médicamenteux, c'est la formation. C'est le transfert de compétences, c'est comprendre la maladie et après réussir à focaliser notre regard sur les capacités restantes, sur les besoins, sur les appétences. C'est ce qui fait sens pour les villageois. Donc, moi, en tant que psychogériatre, j'ai travaillé pendant 15 ans dans une unité cognitivo-comportementale, donc avec une expérience que je peux transmettre aux soignants et à tous les professionnels lors non seulement de staff pluridisciplinaires qui sont là 2 fois par semaine dans des moments de crise, mais aussi dans des moments en fait en anticipation et même surtout dans ces moments en anticipation. Donc et aussi au quotidien. On a parlé des valeurs tout à l'heure, de l'engagement et de la sollicitude. Ce sont des outils à part entière non médicamenteux. Les bases de ce que nous ont appris les méthodes de validation et l'humanitude sont aussi transmises. Et il y a des outils tels que l'espace Nous Hélène,
mais comme vous l'avez vu, dans un village comme le nôtre, en fait, on a un peu un espace New Zealand grandeur nature, qui doit être utilisé, comme tel et la thérapie par le wagon. Merci beaucoup, docteur. En complément, est-ce qu'il y a d'autres formations ou types de formations qui sont déployées au village? Alors, comme une structure classique, on a un plan de formation et on va dire qu'on a deux pans. On a les bases qui nous semblent, nous, indispensables pour un accompagnement de qualité au sein du village, c'est-à-dire former l'ensemble des professionnels à tout ce qui est accompagnement des troubles cognitifs, maladie Alzheimer ou maladies apparentées, et également l'accompagnement fin de vie de personnes jeunes comme de personnes âgées. Donc ça, c'est le socle sur lequel on s'appuie. Et après, c'est plutôt des projets ponctuels, comme disait le docteur Marie Bayeul, c'est-à-dire basés autour de types de formation, que ce soit l'humanitude, la validation. On a la chance d'avoir des intervenants extérieurs qui viennent au village pour former, accompagner les professionnels. En ce sens, au même titre que pour l'instant on n'est que sur ces champs, mais qu'on a aussi le volet Carpe Diem qu'on est en cours, qu'on va essayer de déployer au sein du village à l'automne. Alors, une autre question sur le fonctionnement du village. Est-ce que les animaux de compagnie sont autorisés? Alors, les animaux de compagnie sont autorisés. On a déjà au sein du village, comme vous avez pu le voir sur les vidéos, différents animaux de compagnie. Animaux. Alors, on a la chance d'avoir 3 ânes, un poulailler, des chats. Et ensuite sont accueillis au quotidien les chiens des familles. On n'a pas de chien à demeure parce qu'on n'a pas de maître pour un chien, alors que c'est essentiel pour les chiens. Cependant, on a énormément de médiation animale, dont des professionnels de la structure formés à la médiation animale qui viennent avec leurs chiens tenus en laisse. Encore une question à l'attention plutôt de l'établissement. Les demandes pour intégrer les villages sont très nombreuses. Comment choisissez-vous les personnes qui l'intègrent? Villageois ou professionnels? Villageois. Au niveau des critères médicaux, déjà, il faut rentrer effectivement dans les critères médicaux, mais ce qui fait, oui, une longue liste d'attente. Et après, dans les maisonnées, lorsqu'il y a une place qui se libère dans une maisonnée, on regarde quelle est l'ambiance dans la maisonnée. Comment est le groupe et qui pourrait être la personne idéale à rentrer dans ce groupe? Est-ce qu'il faut une dame, un monsieur? Est-ce qu'il faut quelqu'un de plus âgé, de moins âgé? Quels peuvent être les liens qui pourront se créer et donc des appétences, des goûts de chacun. Donc ça n'est pas que le critère de l'ancienneté du dossier. Et petite précision, je ne sais pas si on l'a dit vraiment au niveau de la présentation webinaire, la personne, quand elle est accueillie au sein du village, elle reste au sein de sa maisonnée et de sa chambre jusqu'au bout. Sauf exception en équipe pluridisciplinaire, mais vraiment, on accueille et on accompagne la personne chez elle, dans la maison dans laquelle elle est rentrée, dans sa chambre, jusqu'au bout. D'où la complexité de trouver les bonnes adéquations pour les admissions également. Merci à toutes les deux. Alors maintenant, plutôt une question, je pense, à l'attention de Monsieur Assef. Après, tout le monde peut tenter ça. Alors, la question est la soutenabilité financière est la clé imposée à tous les établissements. Quelles sont, selon vous, les capacités des pouvoirs publics à réinventer les modes de financement pour généraliser ce type de dispositif, semblant confirmé par l'INSERM? Ok, c'est coefficient 12 et c'est en 3 heures. Vous m'entendez? Alors, bon, sans langue de bois, et pour vraiment centrer sur le village. Le village, comme tous les autres établissements, doit trouver sa vitesse de croisière au niveau financier et doit être soutenable financièrement. Ce n'est pas totalement le cas aujourd'hui, pour plein de raisons. Et malgré, on pourrait dire, malgré l'ampleur des financements, si on les compare à d'autres dispositifs. Pour répondre clairement à votre question, pour ne pas faire trop long,
Aujourd'hui, tout le monde l'a remarqué, c'est pas comme s'il y avait floraison de financement. L'État, comme les départements, sont sous contrainte financière forte, ce qui n'a pas empêché, là ça répond à la question suivante de monsieur Quignot, le département des Landes de soutenir financièrement l'ensemble des établissements du département, dont les EHPAD publics, dans les difficultés financières que les établissements traversent, des grosses difficultés financières, mais c'est pour colmater les brèches à ce stade. Donc, pour répondre, la capacité des pouvoirs publics à réinventer les modes de financement dépendra d'abord, à mon avis, de la façon dont les pouvoirs publics, avec les acteurs, redéfinissent la place de chacun des dispositifs. Et notamment, on le voit sur des dispositifs de type EHPAD aujourd'hui, par rapport au plateau technique qu'ils proposent et à l'évolution des personnes qui y sont accueillies. L'âge, le niveau de dépendance, la charge en soins, on voit bien qu'il y a des choses qui bougent dans la politique publique pour repositionner ces EHPAD dans un autre moment du parcours de vie des personnes. Donc voilà, je réponds sur de longues discussions, mais les capacités des pouvoirs publics aujourd'hui en financement, ça dépendra surtout de la façon dont on revoit le parcours des personnes dans les différents dispositifs. Et aujourd'hui, cette question-là, elle est insuffisamment traitée. Merci, Monsieur Assef. Plusieurs questions relèvent de la question de comment est-ce que le village ou le conseil départemental arrivera à partager les enseignements qui en seront tirés. Notamment, une des questions est de comment intégrer le réseau pour le développement des autres territoires. Comment est-ce qu'on peut créer des synergies territoriales pour que l'expérimentation du village bénéficie aux partenaires et aux acteurs landais? Alors, je pense qu'il y a deux niveaux de réseau et de territoire. Peut-être que sur le volet intégration du village dans son environnement landais, je peux laisser Cécile, Gaëlle y répondre, c'est-à-dire le lien avec les partenaires landais, les établissements, les services, tous ceux qui accompagnent les personnes qui présentent la maladie. Et puis moi, je peux répondre sur le développement dans les autres territoires. On vous laisse commencer, Monsieur Assef? Bien entendu, Madame Charon-Burnel. Ok, Mathilde. Sur les autres territoires, aujourd'hui, très concrètement, ça se passe de la façon, on a des partenaires sur les territoires qui font toc-toc et qui souhaitent venir rencontrer les équipes du village et avoir un échange sur la façon dont ça se passe, etc. Donc aujourd'hui, ça prend cette modalité-là. Demain, ce qu'on souhaite se structurer, puisqu'on a un centre ressources au sein du village, ce que l'on souhaite, c'est renforcer cette fonction de centre ressources et d'avoir les moyens humains et les moyens techniques de pouvoir mieux transférer ce que nous faisons à des partenaires, c'est-à-dire aujourd'hui on transmet de la documentation, on partage de l'expérience. Demain, c'est de voir comment on peut modéliser ça et faire en sorte qu'on ait ce réseau de territoire. L'un des points, donc en gros, ça va passer par notre centre de ressources qui est déjà implanté au sein du village. Donc avec des moyens d'animation qui permettront à chacun de pouvoir s'y retrouver. La deuxième chose, c'est qu'on imagine, on est un peu à la bourre, justement créer cette communauté. Là, je suis hors dynamique de recherche qui permet déjà de pas mal agréger des communautés d'acteurs. C'est qu'on souhaite organiser un peu le village des villages en fin 2025, c'est-à-dire de pouvoir réunir dans les Landes les territoires, les porteurs de projets, ceux qui ont des projets de village et ceux qui sont dans les mêmes logiques dans les Landes fin 2025 pour partager l'ensemble des expériences et voir comment on structure ce réseau de territoires pionniers. Merci, Monsieur Assef. Je vais donc repasser la parole à Madame Berthet pour compléter cette réponse. Alors, au niveau un peu plus départemental, ça suit la même logique que ce que disait Monsieur Assef pour démarrer. En gros, en général, on est sollicité assez spontanément par des EHPAD ou autres qui ont des projets en lien avec leurs unités protégées, accompagnement, voir qu'est-ce qui est fait sur le village. Donc, il y a juste à nous contacter très simplement. Et après, on essaie d'organiser. Alors, on a pas mal de demandes, donc c'est pas
en général dans le mois qui suit, mais de manière à pouvoir, en fonction de votre objectif de la visite, nous on essaie de s'organiser en interne pour avoir les bons interlocuteurs avec qui dialoguer pour vous apporter les réponses, que ce soit d'un point de vue organisation de soins, médical, bénévolat, animation. Et on est plutôt justement au contraire dans le partage et on se nourrit les uns des autres, parce que quand même d'énormes initiatives aussi sur d'autres structures qui nous enrichissent au sein du village. Autre question très pratico-pratique, donc c'est est-il possible de venir visiter le village, mais également proposons-nous des stages pour des formateurs? Alors pour des formateurs, tout dépend quelle est la demande. Après, comme toute structure, on a des demandes de stage et on répond positivement en fonction de la capacité qu'on a. Le seul critère où on arrête de prendre des stagiaires, c'est quand on en a trop. Donc c'est pareil, juste à envoyer les candidatures. Comme tout stagiaire, il faut bien accompagner, donc on peut pas en avoir trop. Mais précisez votre demande de stage, vos attendus, et on verra comment pouvoir y répondre positivement ou pas, mais au moins argumenter ce qu'il en est par rapport à ça. Il y a une question très spécifique. Comment peut-on joindre le centre de ressources du village? Alors, je vous invite, pour toutes les premiers contacts comme ça, de vous diriger vers le site officiel villagealzheimer.fr ou dans le formulaire de contact en fonction du sujet que vous souhaitez évoquer. Vous avez la possibilité de nous contacter et ça arrivera au bon destinataire ensuite. Donc, je vous invite à passer par le village, formulaire de contact et de sélectionner donc pour le centre de ressources, il faut que vous mettiez recherche dans le sujet que vous voulez évoquer et ça arrivera aux bonnes personnes. Monsieur Assef, nous avons une question complémentaire à votre dernier propos qui concernait l'objectif 2027. La demande, c'est est-ce que, alors je vais prendre un peu plus de souplesse sur la formulation, c'est est-ce que vous pouvez imaginer dans quel délai est-ce que le cadre administratif sur lequel nous allons travailler pour la modélisation, sous quel délai est-ce qu'on peut espérer qu'il soit mis en œuvre, disponible? En fait, il faut que ce nouveau cadre administratif soit défini pour début 2026, pour que, enfin au plus tard début 2026, donc il reste peu de temps, pour faire en sorte qu'il soit mis en œuvre, surtout s'il y a des modifications à faire dans les textes qui régissent ce type de dispositif, pour qu'il soit effectif au 1er janvier 2027. Donc ça, c'est pour le délai. Après, sur la deuxième partie de votre question, c'est les prérequis pour que une association, un gestionnaire se lance dans une telle expérimentation. On en avait un certain nombre de prérequis et de conditions et de composantes. Le travail qu'on souhaite faire, c'est justement de pouvoir, et c'est le sens de ce premier webinaire qu'on va répéter, c'est de pouvoir justement transmettre et rendre beaucoup plus explicites les composantes de ce type de dispositif. Et puis après, il y a un certain nombre de prérequis plus administratifs ou techniques qui pourront être partagés. Donc, Monsieur Popelu, je ne peux pas répondre dans le détail, mais là, comme vous l'indiquait Mathilde Charon-Burnel, on est à votre disposition sur la base d'un mail pour échanger plus précisément, tenant compte de votre contexte, en fait. Merci, Monsieur Assef. Je vais passer la parole à Madame Berthet sur la question suivante, qui est, hormis les témoignages que nous avons entendus, que révèlent les recherches en cours sur la qualité de vie au travail des professionnels, l'impact psychologique et émotionnel de cette prise en charge innovante auprès des familles? Alors comme le professeur Amieva vous avez dit, dans la recherche, il y a les 4 volets, donc villageois, famille, professionnels, bénévoles. À ce jour, au niveau des professionnels, on n'a pas encore les retours, même intermédiaires. Donc on n'est pas en capacité de pouvoir diffuser des informations, même nous les avoir pour nous-mêmes. Donc là-dessus, on n'aura pas de réponse pour le moment. Par contre, en ce qui concerne l'impact sur les familles, les aidants, comme ça suit la même temporalité que les villageois, nous avons des retours, et comme le disait le professeur Amieva, ce qui a été constaté a priori, c'est que le fardeau des aidants serait moins important à la mission village que comparé à une mission classique dans une institution, de manière assez schématique. Je ne suis pas chercheur ni médecin, mais le volet en tout cas aidant serait particulièrement positif. Merci beaucoup, Madame Berthet. Nous arrivons au terme des questions qui nous ont été posées dans le chat.
Ça n'arrête évidemment pas nos échanges. Je vois que d'autres personnes souhaitent pouvoir poursuivre les échanges avec nous. La façon dont on va procéder, c'est que je vous invite à vous rendre donc sur villagealzheimer.fr dans le formulaire de contact. Vous pouvez sélectionner votre sujet et on rentrera en contact par ce biais. Nous répondons à toutes les sollicitations individuellement. Nous voici donc arrivés au terme de ce webinaire. Je vais vous remercier toutes et tous de nous avoir suivis ce matin. Un replay de ce webinaire devrait être disponible dans le courant de la semaine prochaine sur le site officiel villagealzheimer.fr. Je vais vous souhaiter maintenant une très bonne fin de journée à toutes et à tous. À bientôt. Au revoir. Au revoir.